Je pourrais commencer cette vidéo de n'importe quelle manière, mais je veux commencer par les déclarations de Lewis Hamilton et nous allons les écouter ensemble bientôt, qui décrivent à quel point la situation de Ferrari est grave. Ensuite, nous ferons un bref point de vue technique et verrons pourquoi Ferrari, ayant complètement changé son réglage après, excusez-moi pour la course sprint de Hamilton, en partant de la voie des stands, n'a pas réussi à trouver le bon réglage. Et puis, nous allons aussi voir les situations de Leclerc et le snap qui lui a coûté, où il a complètement perdu la voiture, fait ce tête à queue, et cela lui a coûté la qualification en arrivant 10e. Hamilton, je me souviens évidemment de 18. Maintenant, écoutons les paroles de Hamilton, car elles sont très intéressantes et nous permettent de commencer cette analyse. Une analyse très approfondie sur le véritable problème de Ferrari. Alors écoutons Hamilton. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like de soutien si vous aimez les vidéos d'analyse et abonnez-vous. Et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires comment vous voyez cette situation si dramatique. Car c'est le mot juste, une situation dramatique pour Ferrari. Et nous allons voir toutes les choses techniques. D'abord, écoutons Hamilton ensemble. Déjà, il faut rendre hommage à Hamilton qui répond gentiment aux journalistes et ne tombe pas dans la colère et la frustration. Cela dit, qu'est-ce que Hamilton a dit? Il a dit, eh bien nous sommes partis de la voie des stands parce que nous avons changé le réglage et donc ils ont enfreint le régime de parc fermé en changeant de réglage suivant une direction qu'ils pensaient avoir trouvée sur le simulateur à Maranello hier et par le biais du garage à distance. Ils ont cherché à modifier le réglage de la voiture en partant ensuite de la voie des stands. Le problème est que le réglage modifié lors de la course d'aujourd'hui était incorrect. Ensuite, nous voyons pourquoi le réglage n'a pas fonctionné pour Hamilton, et donc il s'est retrouvé à faire une course en souffrance lors de la course sprint. Donc le réglage était totalement erroné, même lors des qualifications Hamilton ne s'est pas senti bien, et je veux continuer sur l'interview de Hamilton. Nous entendons encore ces paroles qui décrivent exactement les problèmes de Ferrari de son point de vue. Et ici, Hamilton fait une description parfaite des problèmes de Ferrari d'un point de vue technique. Donc vous voyez que Hamilton commence d'abord par la frustration en disant qu'ils ont cherché la solution, ne l'ont pas trouvée à Maranello, et reprenant aussi les paroles de Leclerc en disant que Leclerc non plus ne s'est pas senti bien avec la voiture. Sûrement mieux que Hamilton, mais tous deux ne se sont pas sentis bien. Et ensuite, il a dit que d'un point de vue technique, la voiture rebondit donc elle saute et cela ne va pas. Elle trouve donc de l'instabilité en général. Il y a une instabilité à l'arrière. Donc il y a beaucoup de pertes à l'arrière dans les virages à haute vitesse. Dans les virages à basse vitesse, il y a du sous-virage. Donc il y a du sous-virage dans les virages à basse vitesse. Dans les virages à vitesse moyenne, il y a aussi beaucoup de sous-virages. Dans les virages à haute vitesse, il y a du survirage, donc vous perdez l'arrière. Bref, dans chaque type de virage, la Ferrari réagit de manière différente et donc de manière imprévisible et de manière instable si on veut. Donc il n'y a jamais de réglage qui convient à Ferrari car il y a tellement de virages différents au Qatar, que ce soit dans le premier secteur qui est un peu plus lent, puis en allant vers le deuxième secteur qui est en moyenne plus rapide, le troisième secteur encore plus rapide comme type de virage, on n'arrive pas à trouver un réglage qui convient à tous les virages parce que vous aurez toujours une voiture qui va mieux soit dans le premier, soit dans le deuxième, soit dans le troisième secteur et en substance, elle ne va bien dans aucun d'entre eux. Donc pour l'instant, allons voir le départ de Leclerc car c'est dramatique le départ de la course sprint. Ensuite, nous parlerons aussi des qualifications. Il y a beaucoup de choses à dire, mais allons-y étape par étape. Ceci est le départ de Leclerc, les gars. La voiture ne tournait pas. Elle voulait aller dans le mur, elle était instable.
L'arrière ne se sentait pas, et il l'a dit lui-même, la pire voiture à conduire des dernières années de Ferrari. Nous assistons vraiment à une scène dramatique, comme je l'ai dit auparavant, une scène impitoyable, embarrassante. Utilisez vos propres adjectifs, mais c'est vraiment une situation obscène. Continuons. Nous voyons ici le départ de Leclerc dans la course sprint. Leclerc démarre mal. Continuons. C'est sûr que Leclerc ne démarre pas bien, mais la voiture, vous voyez déjà qu'elle ne tourne pas. Les gars, ici nous sommes à basse vitesse parce que nous sommes au premier virage et nous arrivons, d'ailleurs, après le départ, donc nous arrivons à une vitesse moindre que d'habitude et déjà la voiture ne tourne pas. Et vous voyez qu'il y a déjà une Racing Bulls qui passe à l'extérieur. Continuons. Une Racing Bulls qui parvient à trouver plus d'adhérence en sortie de virage qu'une Ferrari. Je vous fais comprendre. Racing Bulls, équipe satellite de Red Bull, donc nous parlons d'une équipe incomparable. La Ferrari est là, Leclerc va un peu sur le vibreur, perd complètement l'arrière, n'arrive pas à trouver d'adhérence, va tout droit, inconduisible, une voiture inconduisible. C'est ce que Leclerc a également défini. Et c'est embarrassant de voir une telle scène, les gars, sincèrement, parce que voir une Ferrari qui ne se conduit pas, qui ne peut pas être conduite, c'est le premier tour, et vous comprenez bien que c'est vraiment difficile. Regardez aussi ici, Leclerc tente une attaque sur une Sauber. Regardez ici, tac, il se détache de l'intérieur, boum, perd immédiatement de l'adhérence avec les roues. C'est-à-dire, c'est scandaleux de voir une Ferrari qui ne parvient pas à être conduite par ses pilotes. Vraiment une honte de mon point de vue de supporter, de fan. Regardez aussi ici, perte de l'arrière, c'est-à-dire vraiment inconduisible, inconduisible. Et je montre aussi le moment du snap de Leclerc, ainsi nous nous connectons à cela, puis nous allons faire l'analyse du tour de Hamilton, et nous devons également écouter Hamilton ensuite en fait. Écoutons Hamilton après la course sprint d'abord. Et ensuite nous allons voir aussi le snap qu'a eu Leclerc en qualification. Écoutons Hamilton ici. C'est Riccardo Adami qui essaie d'être positif, une situation désastreuse. Don't know how we made the car worse. Je ne sais pas comment nous avons rendu la voiture pire qu'avant. Comment est-il possible que la voiture réagisse pire qu'avant? Cela en comparant le vendredi des essais libres 1, de la qualification sprint et de la course sprint, cela après la course sprint. That was my pace at the end compared to obviously they were pulling away again. Cars was on a 25.9. Il demande quelques retours sur les tours par rapport aux autres. Et c'est tout, c'est le team radio de Hamilton après la course sprint. Les gars, une course embarrassante aussi pour Hamilton. Allons voir, tant que nous y sommes, la télémétrie pour faire une comparaison Hamilton-Leclerc. Regardez ici le rythme avec des pneus médiums. Même s'il montre Hamilton avec des pneus durs, ils étaient tous deux avec des pneus médiums. Nous savons que pendant la course sprint, il y a eu disons un bug des pneus, mais ils ont tous utilisé les pneus médiums et la différence de rythme parle d'elle-même. Leclerc est la ligne rouge, Hamilton est la ligne blanche et Hamilton n'a pas trouvé le rythme. Si Leclerc a une voiture inconduisible, nous l'avons vu précédemment en embarqué. Imaginez comment Hamilton conduisait. Et si nous faisons également une comparaison, j'ai pris le tour 16 de chacun, un 26.5 pour Hamilton et un 25.8 pour Leclerc, qui sont des temps très élevés pour les deux. Mais regardez Hamilton dans le dernier secteur, en particulier dans ses virages rapides, à quel point il allait plus lentement par rapport à Leclerc. Dans un virage ici, il y a même eu 17 km/h de différence. 17 avec la même voiture. Regardez ici aussi, il n'arrivait pas à pousser. Les gars, Hamilton n'avait vraiment rien. Et imaginez que Charles conduisait vraiment à la limite et Hamilton était encore plus en difficulté par rapport à Charles. Et regardez ici la différence, c'est la différence de rythme de course entre Norris, Verstappen et Leclerc. Norris et Verstappen tournaient en moyenne 1 seconde et 1,5, 2 secondes plus rapide par rapport. Désolé, 1 seconde et 5 plus rapide par rapport à Leclerc et un rythme vraiment très lent de Charles par rapport aux deux autres. Regardez la différence dans les virages rapides. Ils arrivaient à avoir 15 km/h de différence en faveur de McLaren et Red Bull par rapport à une Ferrari inconduisible. Il allait lentement dans les virages lents, les virages moyens et les virages rapides. Dans les virages rapides, il perdait énormément en raison de l'instabilité et du survirage, donc le survirage que la Ferrari avait. Dans les virages lents aussi, regardez combien il perdait, 13 km/h. C'est-à-dire, nous parlons d'avoir une Ferrari embarrassante.
Le seul point où elle allait un peu plus vite était en vitesse de pointe, mais cela faisait vraiment peu de différence. Une Ferrari très lente partout. Je suis vraiment sans voix de voir une Ferrari comme ça. On pouvait s'y attendre, pas aussi mal. Mais certainement le Qatar. Maintenant, je vais aussi vous montrer le tracé. C'est l'un des pires circuits pour la Ferrari, compte tenu des caractéristiques de la monoplace. Mais avant d'aller sur le tracé, je vais aussi montrer ces déclarations des pilotes. Je ne sais pas comment nous avons empiré la voiture par rapport à hier, dit Hamilton après la course sprint du Qatar. J'ai pensé que j'allais détruire la voiture contre le mur au tour 1, et Charles Leclerc après la course sprint du Qatar. C'était vraiment embarrassant. J'ai vu de nombreux commentaires, même de différents techniciens qui ont dit vraiment, la voiture était inconduisible. C'est une voiture imprévisible. Et je vais aussi montrer cette très belle analyse du tour de Hamilton avec des pneus tendres en qualification. Et ce qui se remarque clairement, c'est que la voiture change de comportement en fonction de la température des pneus et aussi de la section du tracé qu'elle aborde. Si vous regardez ici, dans le virage 1, Hamilton n'arrive pas à atteindre le point de corde à cause du sous-virage, donc il a du sous-virage dans le virage 1 au début du tour. Dans tous ces virages lents qui reviennent, il faut donc un double impu de direction. Vous voyez qu'Hamilton continue de ramener la voiture vers le vibreur, mais la voiture a du mal à tourner. C'est-à-dire, regardez combien d'angles de direction Hamilton utilise dans ce cas. C'est une image significative, représentative si on veut. Et ici, on voit vraiment toute la difficulté de Hamilton dans ce cas. Donc, beaucoup de sous-virages dans ce cas au début du tour. Et si on continue, nous allons vers les virages à moyenne vitesse. On voit qu'Hamilton arrive à faire fonctionner un peu mieux sa monoplace. Mais la situation commence aussi à changer, toujours parce que si nous avons aussi les températures, les pneus commencent à monter de plus de 10 degrés. Et c'est là que la Ferrari commence à souffrir d'instabilité à l'arrière. En effet, si nous avons un manque de température à l'avant au début du tour, donc sous virage à l'entrée et en cours de route, au contraire, plus le tour évolue, c'est-à-dire plus nous avançons dans le tour, plus nous voyons que les températures des pneus augmentent et plus la voiture commence à devenir plus nerveuse. Comme on dit, donc plus difficile à gérer, plus difficile à gérer justement en raison de l'instabilité à l'arrière. Et donc elle commence à pousser moins parce que tu sens la monoplace moins tienne, tu la sens moins dans tes mains, tu as moins de feeling sur les pneus. En fait, regarde ici, les températures sont très élevées. Et regardez ici, où vous voyez qu'il n'arrive pas à les aborder avec plus de vitesse parce qu'il a vraiment beaucoup de mal et c'est vraiment une situation dramatique. Continuons. Ici, devant, c'est clairement visible. Regardez ici comment il n'arrive vraiment pas à gérer, à aller vite à l'entrée du virage parce que justement, dans les virages rapides, la voiture est ingérable en termes de vitesse. Elle a tendance à perdre l'arrière et ensuite, tu finis comme l'a fait Leclerc. En fait, je montre aussi Leclerc tant la télémétrie que l'on boire. Regardons ici, Charles Leclerc arrive dans cette section du circuit. Nous sommes en Q3. C'est déjà un miracle que Leclerc soit arrivé en Q3 avec cette monoplace. Regardons ici avec une voiture que Leclerc a dit vouloir très orienter vers l'avant. Au moins, il arrive à éviter le sous-virage dans la première partie du circuit, mais malheureusement, ces choses arrivent ensuite. Regardez, continuons, il l'aborde. Vous voyez ici qu'il arrive légèrement déjà qu'il perd l'arrière à l'entrée. On voit vraiment clairement comment il essaie de s'appuyer. Il ne trouve plus d'adhérence ici sur les pneus. Il va déjà perdre la monoplace et ici, il va beaucoup sur le vibreur. Mais l'arrière est instable et il va perdre complètement la voiture. Les gars, ici, il a eu un contrôle qu'il a perdu. J'ai eu peur quand j'ai vu Leclerc dans cette situation. Les gars, mais on parle d'une voiture qui va à 280 km/h. Tu la perds comme ça? Heureusement, au Qatar, il y a des échappatoires, mais vraiment une situation embarrassante pour une équipe de premier plan. Je n'avais pas vu une situation comme ça depuis de nombreuses années. Ça m'a un peu rappelé la Ferrari de 2014, celle d'Alonso, si vous vous souvenez de la F14T, si je ne me trompe pas, SF14T, qui était inconduisible parce qu'elle avait à la fois du sous-virage et du sur-virage. Donc, dans ce cas, on peut dire que la Ferrari est dans cette situation-là. Elle a à la fois du sous-virage dans les virages lents et un sur-virage exagéré dans les virages rapides. Le problème est que Leclerc, en voulant beaucoup d'adhérence à l'avant, donc en ayant plus, disons, l'adhérence, en augmentant aussi l'inclinaison et, disons,
En augmentant aussi l'adhérence qu'il veut avoir sur l'aileron avant, eh bien, il perd ensuite trop d'adhérence à l'arrière. C'est-à-dire, en chargeant beaucoup l'avant, tu perds en conséquence l'arrière. Tu ne peux pas avoir autant d'angles, autant de flaps à l'avant, comme on dit, parce qu'après, tu vas trop perdre l'arrière, comme cela. C'est produit dans ce cas dans les virages rapides, surtout lorsque tu as des températures très élevées sur les pneus dans la dernière partie du circuit. Donc cela, c'est du point de vue technique. J'ai voulu faire un bref tour des problèmes de Charles. Nous montre aussi cela la télémétrie rapportée par Federico Albano, qui mentionne aussi les données du test acoustique de Leclerc, quelque chose de terrifiant pour la vitesse. Il faudra avoir du courage pour pousser à nouveau dans ce secteur. En effet, après Leclerc en qualification, nous avons vu qu'il a fait 10e. En effet, il a beaucoup peiné. Il avait aussi des pneus usés. Nous en parlerons maintenant, mais vraiment une situation dramatique. Piastri, puis Norris, puis Verstappen, c'est le résultat du Q3 des qualifications en vue de la course de demain. Une McLaren qui a dominé, volait, une McLaren vraiment très rapide, surtout dans les virages rapides. 1,19. 3 la pole de Piastri. Piastri semble être plus en forme ce week-end par rapport même à Norris et Verstappen n'en avait pas plus. Verstappen ne s'est pas plaint en qualification de ses problèmes avec la voiture parce que la voiture n'avait pas de problème. Si l'on veut, il a toujours eu quelques problèmes lors des rétrogradations, donc au changement de vitesse et à l'échelonnement des vitesses, mais Max a toujours cela. Il ressent un peu une rétrogradation un peu plus mécanique et pas si fluide. Cependant, le problème de bottoming, donc de rebondissement, si l'on veut sur sa monoplace, n'a pas été observé lors des qualifications, donc il s'est senti mieux. Et c'est déjà bien que Verstappen ait été devant Russell, car Russell avait le rythme pour être devant lui, à mon avis, en qualification. Au lieu de cela, Max a tout donné et a réussi à rester devant la Mercedes, et c'est très important pour lui pour essayer de lutter là, devant avec la McLaren, qui cependant ce week-end, la McLaren semble inatteignable, même si comme en course, elle réussira encore à avoir le dessus. Ce sera intéressant de voir la bataille entre Piastri et Norris, et aussi comment l'équipe réagira à la bataille là, devant avec les règles Papaya. Ils seront libres de courir, avec Max peut-être qui pourrait en profiter, donc attention aussi à demain pour cela. Grand Ajar 6, certainement. Il a fait une excellente qualification avec sa Racing Bulls, et puis nous voyons qu'il y a Ajar derrière, donc Racing Bulls. Nous avons Sainz avec la Williams, Alonso avec l'Aston Martin, Galli avec l'Alpine, et puis il y a Leclerc. C'est-à-dire nous avons vraiment, en considérant McLaren, Red Bull, Mercedes, Racing Bulls, Williams, Aston Martin et Alpine, il y a 7 équipes devant Ferrari. 7 équipes. C'est embarrassant. Sûrement, nous avons ensuite vu que Leclerc est arrivé à la fin avec des pneus usés. Il n'a plus de train de pneus parce qu'il a essayé d'utiliser le plus de pneus possible pour se qualifier le plus loin possible. C'est déjà un miracle que la Ferrari soit arrivée en Q3 en voyant les performances sur la piste, mais vraiment une situation embarrassante comme nous l'avons dit. Et je tiens à dire, féliciter quand même Mercedes parce qu'ils ont réussi à retrouver plus d'appui. Les deux pilotes 4e et 5e, c'est bien. Ceci est le récapitulatif de la Spring Race que nous avons vu avec Piastri qui a remporté 8 points, puis Russell, puis Norris. En tout cas, Mercedes est retrouvé entre les deux McLaren, puis Verstappen, Tsunoda, Antonelli, Alonso, Sainz et ainsi de suite tous les autres. En effet, en Q2, nous avons vu un Norris qui était presque exclu de la Q2 parce qu'ils ont annulé son temps pour avoir violé les limites de piste et il a dû retenter l'essai. Il a réussi à le refaire sans problème. Mais nous avons déjà vu quelques petites erreurs de Norris qui en commet ici et là comme toujours. Mais Max n'arrive pas à faire la différence parce que la McLaren en ce moment est nettement plus forte. Je vous montre aussi la différence ici. Piastri, Norris et Verstappen. Et on voit clairement comment Max parvient à aller plus vite, même dans le premier secteur, dans les virages lents, moyens, il parvient à aller assez vite, mais ensuite il perd vraiment beaucoup. Dans le dernier secteur, regardez comment l'écart tend à augmenter en passant de 0 pour Max, 0,46 millième à 2 dixièmes, donc c'est dans les virages rapides que la McLaren fait une nette différence par rapport à la Red Bull. C'est un fait objectif. Faites-moi savoir dans les commentaires votre avis sur les qualifications, sur la course sprint. Comment vous avez vu, enfin, comment vous voyez aussi le scénario pour la course de demain? Situation chez Ferrari vraiment désastreuse, je tiens à le répéter cependant. Malheureusement, j'espère que cette saison finira le plus tôt possible afin que nous nous concentrions sur 2026. Prenons également en compte le fait que Ferrari n'a pas mis à jour sa voiture depuis cet été. Nous devons en tenir compte. Espérons que 2026 soit une bonne année, car vraiment, on ne peut pas continuer ainsi. C'est une situation dramatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup ont dit. Il est vrai que Ferrari considère la Formule 1 comme beaucoup de marketing, mais il faut revenir à pousser, à gagner, parce que sinon, ensuite, même les fans se fatiguent de cette Ferrari en difficulté. Et avoir un septuple champion du monde en lui faisant conduire une telle voiture, avoir Leclerc qui
les gars, c'est-à-dire, ça me fend le cœur de voir cette image ici vraiment de Leclerc qui tourne. C'est-à-dire, vraiment, Charles mérite aussi une voiture gagnante. Sinon, il ferait bien de quitter Ferrari parce que si ça continue à donner des voitures inconduisibles, moi aussi, je me lasserai après un certain temps. Donc, espérons que 2026 soit la bonne année. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ceci dit, les gars, je vous rappelle évidemment de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications si vous aimez les vidéos sur la chaîne, toutes les analyses. Allons voir la télémétrie, allons voir évidemment les onboards et je vous donne aussi mon opinion sur tous les sujets que nous traitons chaque jour. Donc de la part de Rasta, c'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo.